Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan Tradoc, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2022. Ça va être une analyse sur le DAX, le Nasdaq et le Dow, et en plus je vais analyser le SP500 suite à la demande de Nesttrader qui avait demandé sur la dernière vidéo. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez un marché que vous voulez que j'analyse, eh bien vous pouvez me le dire en commentaire et moi je vous le ferai dans la prochaine vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous présenter mes vœux, une excellente année 2022 à tous. J'espère que vous allez tous devenir rentables, rester rentables, gagner beaucoup d'argent, réussir tous vos projets, que ce soit pour vous, pour votre famille, avoir une excellente santé, bref, que tout se passe au mieux pour cette année à venir et pour les prochaines années à venir d'ailleurs, que tout se passe au mieux pour vous et votre famille. On va donc commencer cette analyse avec le DAX en 4 heures et comme on peut le voir, eh bien depuis avril-mai 2021, on a un espèce de gros range qu'on va définir comme ceci. On a le point bas ici, le point haut ici comme ceci. On a peut-être un excès en haut, on aurait pu le prendre d'ici comme ceci. Voilà, il y a plusieurs façons de le tracer, mais concrètement, depuis avril ici, on voit que ça monte, ça retrace au même niveau, ça tente ici, ça fait un petit plus haut historique, mais directement ça revient, et on navigue vraiment entre ces niveaux-là. Donc c'est pour ça que pour moi, sur le DAX, pour l'instant, il n'y a pas de sens vraiment prioritaire plus. On est quand même globalement plutôt haussier si on sort de cet écran-ci, c'est-à-dire que si on descend un peu plus loin dans les UT, on va voir en daily par exemple, je vais vous le montrer à l'écran, eh bien on va voir que voilà, on est globalement plutôt haussier, mais que voilà, depuis avril-mai, il y a quand même un sacré ralentissement, et donc on a potentiellement un range pour l'instant, et tant qu'il ne casse pas par le haut, eh bien il n'y a toujours pas de signe de sortie supplémentaire. Il y a peut-être moyen de tracer une oblique, on prend tous les points hauts ici comme ceci. Voilà, quand on va casser ça, eh bien, on sera vraiment très fort à la hausse. Et si on casse l'oblique du bas, on sera très fort à la baisse. Donc voilà, on a un peu borné le marché de ce côté-là. On va retourner en 4 heures et on va regarder un petit peu ce que le marché nous dit au niveau des zones. C'est-à-dire que voilà, on a quelques niveaux qui sont intéressants, mais souvent il y a plusieurs passages assez imprécis. C'est-à-dire que par exemple, pour les 16 000, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Donc il y a pas mal de passages sur le même niveau sans être totalement précis. Moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'essaye de trouver les points qui rejettent le plus. Donc ici, on a un point qui a pas mal rejeté, donc il a cassé, il a tenu, il est remonté. Ça correspond aux mèches ici à gauche. On a ça ici. Donc je vais prendre les différents points comme ceci et je vais tracer une zone. Ça fait une zone d'une quarantaine de points en H4, c'est tout à fait raisonnable. Donc je vais tracer ma zone comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai ma borne haute numéro 1. C'est-à-dire que si le marché casse ça à la hausse, il sera quand même relativement haussier, au moins pour aller chercher les 16 100 au niveau du rejet ici, puisque une fois de plus, tac, une mèche et hop, rejet violent. Donc c'est pour ça que ce niveau-là m'intéresse quand même pas mal du tout. Au-delà de ça, le prochain niveau que je vois plutôt en bas, ça va être pareil, un niveau qui a pas mal de rejets. Ici, vous voyez que, hop, on a ça, on a ça, on a ça. On peut les relier facilement, je pense. Hop, comme ceci. Comme on peut le voir, ça a bloqué en résistance-résistance, ça a cassé pullback à l'achat. Donc en général, ce genre de niveau, ça m'intéresse quand même. Je la laisse tracer, ce genre d'oblique. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Je sais que des gens n'aiment pas trop travailler trop les obliques et de façon générale et quand ça travaille dans les deux sens. Mais ici, je pense que c'est quand même assez pertinent en cas de retour dessus pour un deuxième passage. Ça peut quand même faire le taf. Surtout que s'il revient faire un deuxième passage aux environs des 15 600, en même temps, on aura pas mal de niveaux, donc c'est quand même assez intéressant. Là, j'ai tracé une zone en haut, comme ça, et une ligne, comme ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que le marché peut faire s'il continue de monter. Et je vais tracer une zone ou deux en bas, pas plus, parce que de toute façon, on a le range, donc les niveaux. Dans l'idéal, il faudrait par exemple prendre ceci. Voilà, là, on a travaillé là, voilà, comme ceci, comme ceci. Dans l'idéal, la zone basse, il faudrait prendre celle-ci. Voilà, ça c'est vraiment ratissé très large, mais globalement, ces deux zones-là, c'est des zones que je peux vous dire avec certitude que le marché va réagir dessus. Entre les deux, le problème, c'est que vu qu'ils travaillent beaucoup les niveaux, c'est plus dur d'avoir une certitude sur quel niveau va vraiment fonctionner. Et pour ça, il faudrait descendre dans des plus petites UT, comme par exemple du M15 ou quoi. Mais pour avoir un plan plutôt global comme on fait dans cette vidéo, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça qu'ici, je borne le range avec ces deux niveaux-là. Je vais tracer aussi une borne encore plus basse. Ici, on a quand même pas mal de niveaux qui sont très intéressants. Donc je vais tracer la borne extrême basse ici.
Voilà. Et comme ça, on a quand même quelque chose d'assez propre pour la partie basse. La partie haute est propre, la partie basse est propre, et la partie entre les deux, ce qui est toujours possible de faire, c'est de prendre un Fibonacci, de tracer un premier comme ça, de tracer un deuxième comme ça, selon le bas de range que vous choisissez en fait, et de regarder au niveau des 50%. Souvent les mid-range vers 50%, c'est intéressant. Donc le premier serait ici, le deuxième serait ici. Voilà. Maintenant j'efface le Fibonacci et on regarde les lignes à quoi elles correspondent et on voit qu'il y a des rejets et que ça marche assez bien. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est que pour mettre tout le monde d'accord, on trace tout simplement une zone entre les deux Fibonacci 50% et comme ça on a un milieu de range basé à la fois pour ceux qui prennent le gros mouvement et sur le petit mouvement et on a toute l'information à l'écran. Donc ça ce sont les zones que je tracerai sur le DAX. Donc une première vers 14 008, 15 000, 15 004 et 16 000. Et mon ressenti du marché, ce serait s'il casse les 16 000 à la hausse, eh bien le TP1 serait 16 100, le TP2 serait le plus historique à 16 300. Donc ça serait quand même un plan assez intéressant pour la hausse, à voir comment ça ouvre lundi pour les premières semaines de 2022. En général, c'est un nouveau cycle, donc ça risque de quand même avoir un sens propre à lui. Les premiers jours risquent de quand même être moins volatiles que la deuxième semaine. En général, la première semaine, c'est la semaine de la reprise, c'est pas la semaine la plus volatile, mais on peut quand même avoir de bons mouvements selon ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Au-delà de ça, si le marché descend sur l'oblique, on peut avoir un excellent point d'achat avec un petit point d'honneur pour ce niveau ici. Pourquoi ce niveau ici? Parce que on pouvait le voir, rejet, rejet, rejet. Donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc c'est pour ça que moi ce niveau-là, c'est 15 006. Si en plus ça correspond à l'oblique, eh bien pour acheter c'est quand même très intéressant. Ou même pour vendre si c'est cassure, pullback à la vente, ça peut être très intéressant. Et voilà, vous avez peut-être vu que j'avais un niveau qui s'appelait Arnaque Bot. Parce qu'une fois on avait vu en live avec les étudiants Tradox qu'il y avait un mouvement très algorithmique, c'est-à-dire des rejets vraiment très précis sur ce niveau-là, et à chaque fois ça fonctionnait très bien. Donc en général le premier passage sur ArnaqueBot ça fonctionnait assez bien. C'est pour ça que je l'ai laissé tracer et je vois à chaque fois comment ça réagit dessus. On va maintenant passer sur le Dow Jones qui lui est beaucoup plus facile à lire que le DAX. Il a fait un plus historique ici le jeudi 30 décembre, donc voilà, beaucoup plus facile à lire que le DAX. Ici, on a quand même un gros mouvement haussier. Donc pareil que pour le DAX, à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que les premières semaines de janvier, on risque d'avoir un nouveau cycle. Donc à voir un petit peu s'il continue le mouvement haussier, s'il pousse vraiment plus, s'il commence à range. Enfin, on va voir un petit peu comment le marché réagit en ce début de semaine. Mais a priori, une fois de plus, je m'attends pas à des gros mouvements, mais il peut malgré tout quand même faire de nouveaux plus historiques vu qu'il n'est plus qu'à 300 points. Il en a fait un jeudi, donc c'est vraiment quelque chose qui est possible. Donc attention sur le Dow Jones, ça peut être violent selon comment est-ce que le marché commence à partir les premières heures d'ouverture le lundi. Donc, au-delà de ça, au niveau des zones, eh bien, je pense qu'elles sont assez claires pour vous. C'est que voilà, il y a la zone ici avec le plus haut historique, mais j'ai pas pris le plus haut historique en tant que tel, j'ai pris l'ancien plus haut historique de novembre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici c'était une mèche, ça a duré moins de 4 heures le plus haut historique, donc on va dire que c'est un petit excès. Ça peut être intéressant éventuellement de mettre un niveau ligne dessus et de le noter comme par exemple historique, comme ça on l'a quand même en tête. Voilà. Au-delà de ça, un plan qui serait sympa sur le Dow Jones, ce serait qu'il descende, par exemple aller chercher une des mèches ici, ou bien alors ici, qui descendent, qu'on puisse l'acheter pour aller chercher ce mouvement haussier. S'il commence à monter, eh bien, avoir un petit retracement pour chercher le mouvement haussier, ça peut être intéressant. Il y a quand même 300-400 points à prendre. Si on parvient à en prendre déjà une cinquantaine, centaine, on sera déjà très très content. Au-delà de ça, par contre, s'il commence à casser la zone des 35 900, celle-ci, comme ceci, là, par contre, je serais plus trop fan d'acheter. Pourquoi? Parce que ça veut dire que il commencera à établir un range et que ce sera plus ou moins le niveau sur lequel on pourrait éventuellement prendre un short pour aller chercher la zone d'en bas 35 500. Je dis pas qu'on peut pas acheter les zones, on peut tout à fait le faire sur des petits scalps, mais pour du day trade, je serais plus pour un mouvement complet, c'est-à-dire d'aller chercher le bas de range directement. Ça serait quand même quelque chose d'intéressant. Il y a 1300 points, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. À voir si on parvient à tout prendre, ou bien alors si on fait une déclôture partielle. Enfin, il y a différentes façons de gérer ce genre de position. Mais en tout cas, vu la force des mouvements qu'il y a en ce moment sur le Dow Jones, à voir si ça va rester le même pendant les premières semaines de janvier, parce que comme je disais, ici, pendant les 2 dernières semaines de décembre, il y a eu un gros mouvement haussier.
un gros rallye haussier de fin d'année, comme on appelle ça. Et au final, le rallye de fin d'année s'est fait sur des petits volumes, c'est-à-dire que les gros intervenants ne sont pas tous présents. Il y en a certains qui sont en vacances, ils profitent de leur famille, un peu comme nous. Et au final, vu qu'il n'y a pas grand monde en face, le marché décale assez facilement. C'est-à-dire que si le carnet, au lieu d'avoir 10 personnes par ligne, est plutôt à une ou deux ou trois personnes, voire à des trous, eh bien, c'est plus facile de monter en ligne droite. Donc, à voir quand la volatilité, la liquidité va se remettre dans le carnet, si ça va toujours décaler aussi fort ou pas. Donc, c'est pour ça que sur le Dow Jones, va falloir être un petit peu prudent. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est un peu le cas sur tous les marchés, mais sur le Dow, vu qu'il a quand même décalé de presque 2000 points, eh bien, si on trace un Fibo, comme ceci, une petite correction de 38%, ça sera en plein dans la zone, en plus ça tombe juste bien, ça fait déjà 600-700 points. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire un petit peu attention là-dessus. Mais bon, avec ces zones et le plan que je vous ai donné, a priori, vous ne craignez pas grand-chose. On attaque maintenant sur le Nasdaq et comme on peut le voir, eh bien lui, il est assez bien défini. Il y a un gros range ici entre 15 900 et 16 400 avec deux excès ici sur 15 500. Je les ai quand même tracés au cas où ce serait vraiment le nouveau bas de range, étant donné que les deux derniers passages, il les a fait sur 15 500, donc je les ai quand même pris en considération. Donc pour l'instant, il a réussi à faire un extra haut, mais il n'a pas réussi à faire un plus haut historique. Il a rejeté, il est re-rentré dans le range, à voir comment ça ouvre à minuit, vu que je fais la vidéo le dimanche, à voir un petit peu s'il y a un gap haussier ou pas, comment ça se passe. S'il y a un gap haussier au-dessus de la zone, c'est-à-dire un gap haussier au-dessus de 16 500, là on risque d'avoir un flux assez haussier pour ce lundi. Par contre, s'il reste dans le range, eh bien on peut éventuellement commencer à travailler comme ceci ou comme ceci. Ça dépend comment est-ce qu'il décide de travailler le range. Mais dans tous les cas, ça, c'est des amplitudes de 500-600 points. Et pour le gros range, ce serait presque 1000 points. Donc une fois de plus, ce sont des gros mouvements qu'il y a eu pendant les fêtes. Un gros mouvement en ligne droite. Parce que voilà, il n'y avait pas de liquidité sur les marchés. Donc c'est parti vraiment de façon assez directionnelle. Donc à prendre avec des pincettes une fois de plus, on risque plus d'avoir des mouvements comme avant les fêtes. C'est-à-dire des mouvements comme ceci, avec des retracements avant qu'ils repartent, etc. Donc des mouvements plutôt propres que des mouvements très directionnels comme on a pendant les fêtes parce qu'il n'y a pas de liquidité et du coup, en une bougie H4, il va perdre 350 points. C'est quand même quelque chose qui est assez rare et il le fait quand même parfois, mais c'est relativement rare. Sinon, le plan pour le Nasdaq, il est assez simple au final. Tant qu'il travaille le range, eh bien, on a soit les bandes comme ceci, soit les bandes comme ceci. S'il casse la bande basse, eh bien, hop, on va chercher plutôt des ventes, soit de cassure pullback, au choix selon le trader. Et pareil pour la partie haute, sauf que je trouve que c'est plus facile de prendre cassure pullback ou cassure à la vente sur les 15 500 que à la hausse. Pourquoi? Parce que c'est des plus historiques, mais les plus historiques, c'est vraiment quelque chose de très très psychologique, étant donné que le Nasdaq sur les plus historiques, il est composé de 100 actions. Donc je dis ça pour le Nasdaq, c'est valable pour le DAX, pour le Dow Jones, peu importe. C'est un indice qui est composé de X actions. Les 100 actions ne sont pas sur les plus historiques. Et ça, donc ceux qui tradent si vous tradez le Nasdaq, vous prenez, ou n'importe quel autre indice d'ailleurs, et que vous achetez le plus historique, c'est que vous pensez que le secteur qui est représenté par l'indice, donc non seulement d'un point de vue technique, vous avez des arguments pour acheter, mais sur les plus historiques, c'est pas facile d'avoir des arguments pour acheter parce que vous dites il est sur les plus hauts, on ne sait pas où il va s'arrêter, on ne sait pas quand il va retracer. Exactement. Mais si on retire ce contexte de plus historique, cet aspect de je sais pas quand il va s'arrêter, je sais pas quand il va se retracer, etc., même sans être sur les plus historiques, c'est quand même quelque chose qui peut s'appliquer. C'est-à-dire que là, maintenant, imaginons que le marché est ouvert à 16 334, je sais pas s'il va s'arrêter maintenant, repartir à la hausse, repartir à la baisse ou quoi. Et le fait qu'il soit le plus historique ou pas, c'est juste une histoire de contexte. Et je pense qu'il faut essayer de s'en détacher, parce que d'un point de vue psychologique, ça nous freine juste plus qu'autre chose, sachant que le Nasdaq, il va bouger en fonction de 100 entreprises qui, elles, ne sont pas toutes sur les plus historiques, qui ont encore du potentiel, qui peuvent encore monter, qui sont assez fortement pondérées. On va penser à Tesla, on va penser à Apple, etc., qui peuvent toujours pousser plus. Et donc, se dire qu'on est sur les plus historiques, surtout pour du scalping, peut-être pas pour du swing trading, parce qu'acheter sur des plus historiques en swing trading, c'est quand même chaud, mais pour du scalping, eh bien, c'est juste un frein psychologique et je pense qu'il faut s'en défaire. Donc, bonne résolution pour 2022, se défaire du biais psychologique de se dire, c'est le plus historique, j'achète pas. Eh bien non, plus historique, ça peut encore pousser plus. Regardez ici, il fait un plus haut historique ici,
et bien quand il repousse, il reprend encore presque 300 points. Donc il y a vraiment de quoi faire et en général, quand il commence à pousser les plus historiques, et bien la liquidité est telle que ça pousse assez fortement en général en nombre de points. Donc c'est quelque chose qui peut être risqué. Donc on peut diminuer les tailles de position par exemple, mais ça peut quand même donner pas mal de points. Donc franchement, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'améliorer pour 2022, je pense, c'est de se retirer ce biais de plus haut historique. On termine maintenant avec l'analyse de l'US 500, donc le SP 500. Cette demande a été faite par Nestrader, donc je le fais pour toi. Si vous avez d'autres demandes pour analyser un marché, demandez-le-moi en commentaire. Et la semaine prochaine, eh bien, j'analyserai l'actif que vous me demandez, que ce soit un indice, que ce soit une action, que ce soit une crypto, peu importe, demandez-moi en commentaire et je le ferai avec le plus grand des plaisirs parce que moi, c'est ce que je trade. Je trade en scalping les indices, je trade en investissement long terme les actions et les crypto-monnaies. Donc voilà, il n'y a pas de souci, moi je suis prêt à analyser tout ce genre d'actifs. Donc je vais analyser le SP comme si c'était un actif que j'avais jamais analysé parce que c'est à peu près le cas. Je sais que c'est un indice très important, c'est l'indice directionnel, hein, Standard & Poor's, c'est vraiment l'indice principal aux États-Unis, même de façon assez mondiale, c'est l'indice principal. Je le traite pas parce que les mouvements sont vachement différents, étant donné qu'il est très liquide par rapport aux autres marchés, c'est vraiment différent à trader, mais voilà, en général, quand le SP monte, eh bien, il y a tout qui monte, quand le SP descend, il y a tout qui descend. C'est pas une vérité absolue, mais en général, c'est quand même quelque chose d'assez fort. On peut voir que il a un rallye haussier lui depuis février, il est vraiment très haussier. Donc je serais tenté de prime abord de tracer une oblique comme ceci. On peut la tracer comme ça, on peut la tracer comme ça. On s'en fout un peu du niveau précis de l'oblique pour prendre un pullback dessus, c'est plus pour donner un sens. Donc là, on a clairement la tendance qui est définie, tendance haussière très forte. Donc de là, on va pouvoir faire une analyse qui sera plutôt orientée à la hausse a priori, donc chercher des points d'achat. On va maintenant zoomer pour arriver dans le marché récent. Donc je vais analyser principalement le dernier segment de marché, c'est-à-dire ce segment-ci, et plus ce segment-ci. Donc les deux derniers segments de marché, je les trouve comment c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je considère que ces deux segments de marché? Tout simplement parce que voilà, on a un mouvement qui fait pas spécialement de plus haut, voilà, pas spécialement de plus bas par rapport à là. Il travaille entre les deux et puis il casse, il fait un nouveau plus haut historique. Donc là, à noter aussi que le 29-30 décembre, un peu comme le Nasdaq, plus haut historique, un peu comme le Dow Jones aussi. Ils sont tous collés très haut, les Américains, par rapport aux Européens. Ils sont très forts en ce moment. Et là, la première chose que je serais tenté de faire, c'est de tracer une ligne sur les différents points hauts ici et de voir si je peux en faire une zone ou pas. Donc, c'est-à-dire que je vais tracer ça, je vais tracer ça, je vais tracer ça, je vais tous les mettre et on va voir s'il y a moyen de faire quelque chose de propre. Sans que ce soit trop gros non plus, parce que voilà, 40 points sur le SP, c'est quand même beaucoup. Donc, a priori, je vais prendre que les extrêmes en haut, comme par exemple ces deux-là. Voilà. Et je vais en tracer une zone H4, voilà, qui est fait. Maintenant, une fois que j'ai ça, j'ai ma zone de pullback à l'achat. C'est-à-dire que les 750, c'est une zone qui va m'intéresser pour l'achat. Au-delà de ça, on peut tracer une ligne sur le peu historique, un peu comme sur le dos. On va tracer une ligne sur le peu historique et on va la nommer. Comme ça, on sait à qui on a affaire. Hop. Et hop, plus haut historique. Ensuite, on va la mettre en rouge pour bien la mettre en évidence. Par rapport à ce que je disais juste avant, de pas avoir de biais sur les plus hauts historiques, je mets pas cette ligne nommée pour avoir un biais dessus, c'est juste qu'en général, le plus haut historique, c'est un niveau quand même qui est assez fort, c'est un niveau qui est fort liquide en général. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant de l'avoir nommé. Ensuite, on a un gros niveau de support ici, apparemment qui s'est fait sur les 759. Donc ce qui risque de faire potentiellement, c'est de descendre 753 ou 44, donc dans la zone, puis reprendre appui là, puis soit il va monter, réintégrer et chercher de nouveau au moins les 780, soit il va redescendre et chercher éventuellement les niveaux ici au-dessus, vers éventuellement les 714 voire les 700. Ça, ce sera un peu le plan très court terme sur le SP500. Ce serait d'aller chercher ça comme ceci ou de directement repartir ici, voir un petit peu comment ça part. Mais comme je vous l'ai dit, nouveau cycle, on va voir un petit peu comment est-ce que ça part au début de cette semaine. Au-delà de ça, s'il réintègre ce gros mouvement, je pense pas qu'il aille à 550 directement parce que 200 points sur l'SP c'est quand même beaucoup, à moins qu'il y ait une annonce fondamentale, c'est quand même beaucoup à descendre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de tracer des petits points intermédiaires, comme par exemple cette zone ici
ou d'autres, et d'à chaque fois avoir peut-être des petits rebonds, des tentatives de rachat sur ce genre de niveau. Ça peut être assez intéressant. Donc c'est comme ça que je traderai le SP500 pour cette semaine. En tout cas, c'est ce qui m'intéresserait. Et donc voilà mon plan pour cet actif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo à venir. Parce que là, je regarde un petit peu les stats et 60% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. C'est un peu honteux ça quand même. Donc abonnez-vous. Moi, je produis du contenu toutes les semaines avec une analyse et une fois ou deux par mois, je produis une vidéo supplémentaire sur de la formation sur le trading tout simplement. À noter aussi que j'ai rajouté une petite formation gratuite sur mon site, donc cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à une initiation au trading plus au scalping. Donc comme ça, vous serez rodé pour 2022. Et donc moi, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à tous d'excellents trades. À la prochaine!